Il est cool ce pull, hein? Oui, je sais. Aujourd'hui, on attaque un gros morceau. Le choc des titans. G9 versus XT3. C'est parti! Salut, c'est Ben de Retour d'Expérience. Aujourd'hui, on va attaquer une vidéo que je voulais faire depuis un bon moment. J'attendais d'en avoir l'occasion, d'avoir des opportunités, et ça a été le cas assez récemment. Alors beaucoup d'entre vous sont sur cette chaîne parce qu'ils utilisent soit du Fujifilm, soit du Panasonic, soit ont besoin d'informations sur ces deux marques, notamment le XT3 et le G9, que j'utilise assez régulièrement. Et aujourd'hui, je les ai confrontés lors d'un mariage. J'étais deuxième shooter sur un mariage d'automne. Et j'avais envie de prendre ces deux boîtiers, qui sont deux capteurs différents, micro 4 tiers et APS-C, et de les confronter un peu à la réalité du terrain. Donc les deux capteurs, les deux ergonomies, les deux systèmes autofocus, etc. Et aujourd'hui, on va débriefer tout ça parce que ça pourrait peut-être bien vous être utile. Alors avec moi, j'avais embarqué, et je vous fais la liste parce que c'est un petit peu long, le Fuji XF 56 mm 1.2, le Fuji XF 35 mm f2, une bague Fringer Pro, la vidéo est sur la chaîne, le Sigma 1835 f1.8 en monture EF, le Canon 70-200 f4 en monture EF, le Speed Booster de chez Viltrox, le Olympus 1240 f2.8 dont la vidéo est sur la chaîne est sortie il y a 15 jours, et le Sigma 30 mm f1.4 monture micro 4 tiers. Et pour être totalement transparent, le XF 35 mm f2 et le Sigma 30 mm f1.4 sont des optiques que j'ai assez peu utilisées durant ce run. A noter qu'au cours de cette vidéo, qui risque d'être un petit peu longue, je vais au fur et à mesure vous balancer des images que j'ai faites avec un ou l'autre boîtier. Ça va vous permettre de vous faire une idée un petit peu de ce que ça peut rendre sur le terrain selon les conditions lumineuses et le matériel utilisé. Petite précision mais qui a son importance, je ne vais parler de ces boîtiers que dans l'aspect photographie, puisque pour le coup je ne les ai utilisés que sur un run de photos et non de vidéos comme habituellement. Et puisqu'il faut commencer par un boîtier, on va commencer par le Panasonic G9. Alors, testé avec le 1240 f2.8 de chez Olympus, on a un combo qui marche plutôt pas mal. Avec des conditions lumineuses correctes, on a un autofocus qui est plutôt réactif, qui capte bien l'œil, qui le suit en photographie. Et donc on a quelque chose de plutôt intéressant et un binôme qui fonctionne plutôt bien de concert, mais encore une fois, dès que la luminosité commence un petit peu à descendre, c'est pas ça. Le Panasonic G9 avec le 1835 de chez Sigma f1.8 et le 70-200 de chez Canon f4, monté sur le Speed Booster, inutilisable en autofocus évidemment. Je l'ai donc utilisé en focus manuel. Alors ça va que j'ai l'habitude en vidéo, le problème étant que lorsqu'en photo il faut être aussi assez rapide, on peut pas tellement se rattraper en cours de route, parfois c'est difficile, et donc quand on est concentré sur la netteté, on est moins concentré sur le cadrage. Donc ça fait des belles images, mais on en rate. En termes d'utilisation pure, grand confort d'utilisation parce que c'est un boîtier indestructible et que moi j'utilise un harnais en cuir, j'avais mes deux boîtiers de chaque côté et c'est vrai que des fois on se balade, on se déplace, on bouge, on les glisse partout, dans les chambres, etc. Et du coup ça a tendance un petit peu à cogner, ça arrive régulièrement, ça fait partie du job. À aucun moment je me suis inquiété pour le G9, là où le XT3 j'étais un petit peu plus inquiet, le G9 il est tellement indestructible. C'est fantastique. Autre élément de ce Panasonic G9, la durée de vie de la batterie. J'ai utilisé une batterie et demie pour toute la journée. Et ça, c'est franchement cool. Et dernier élément, puisque j'avais pas envie de m'emmerder à recadrer toutes les photos en 3,5, puisque c'est quand même souvent le format qui est plutôt admis, j'ai directement intégré ce format dans le boîtier. On peut le faire dans les réglages, mais du coup on perd en mégapixels. Et du coup avec le G9, j'étais sur des photos en 3,5 à 17 millions de pixels, au lieu de 20 millions de pixels. 3 millions de pixels, c'est pas beaucoup, mais il faut le savoir. Passons au Fujifilm X-T3. La première chose qui m'a pas mal décontenancé, c'est la balance des blancs. Moi, je fais confiance à la balance des blancs automatique, elle se trompe rarement, toute marque et tout boîtier confondu, c'est une technologie qui est aujourd'hui plutôt acquise et plutôt très fonctionnelle. Et je me suis rendu compte d'un truc que j'avais jamais observé avant avec le XT3, jamais en voyage, jamais en portrait, jamais en shooting, etc. Là, dans des conditions lumineuses différentes et toute la journée avec le boîtier 100% en main pendant 20 heures d'affilée, j'ai découvert que la balance des blancs merdait. Alors, elle merde pas vraiment, mais disons que vous allez faire 10 clichés de la mariée en train de s'habiller, 10 clichés de suite, sur, je sais pas, 20 secondes, vous allez faire 10 clichés. Et bien la première, la balance des blancs, va être mauvaise. Systématiquement. En fait, on a l'impression qu'il a besoin de faire un premier cliché
pour réajuster, et ensuite c'est nickel. Ensuite c'est toujours parfait. Mais la première photo d'une série de photos dans des conditions lumineuses particulières, systématiquement elle est à côté de la plaque. Et j'avais jamais vu ça avant. Et alors, quand j'ai vu ça la première fois, je me suis dit bon, ça peut arriver, c'est un pas de bol, sauf que j'ai pu constater ça partout, préparatifs, église, voilà. J'ai tout essayé, et en fait à chaque fois ça fait ça. Et c'est... Bon, une fois qu'on le sait, c'est bon, puis c'est pas un gros problème, mais je n'avais pas remarqué ça avant, comme quoi le test terrain un peu poussé, ça montre des petites choses qui n'apparaissent pas dans certains tests, et qui n'apparaissent pas dans les fiches de spec du boîtier, évidemment. L'autofocus de ce Fuji X-T3, alors évidemment ça dépend des optiques. Sur le 56 mm, c'est franchement nul, c'est à la ramasse quoi. C'est au niveau d'un Panasonic, c'est même moins bon parfois qu'un Panasonic. Voilà, le 56 mm il est incroyable, mais l'autofocus avec il ne répond pas très bien. Avec le 18-35 et la Back Viltrox, on est sur quelque chose de plutôt pas mal. Sur le terrain, quand il faut être rapide, c'est vraiment pas mal. Le 70-200 f4 aussi est plutôt réactif. J'ai pris pas mal de plaisir à faire des photos, c'est lui que j'ai le plus utilisé. Vraiment, le plaisir y était, le plaisir du clac, le plaisir du maniement, cette sensation de légèreté, parce qu'il est quand même plus léger, un peu plus compact que le G9. Plus de plaisir, et je me suis éclaté à faire des photos avec le 56 mm sur ce Fuji, c'est du délire. Franchement, c'est du plaisir pur. Niveau autonomie, j'ai cramé 3 batteries et demie, ce qui est plus de 2 fois plus que le Panasonic G9, surtout quand on sait qu'on a que 4 batteries, et qu'à la fin de la journée on est sur la 4ème. Et à un moment donné, c'est un petit peu tendax. Alors, c'est pas beaucoup, je sais que le XT4 aujourd'hui a amélioré son autonomie avec les nouvelles batteries, mais c'est vraiment à prendre en compte. Moi, je le savais en achetant le XT3 que ça allait risquer d'être juste, et effectivement, ça l'est. Vraiment, pour de la prestation pro, faut emmener sa banane avec dedans une dizaine de batteries. Non, j'exagère, mais déjà 4 batteries, c'est un poil juste. Là, je me rends compte qu'une ou d'autres plus par sécurité, ce serait pas mal. Alors j'ai profité de cette expérience de second shooter avec mon ami Marc Chazelle qui m'avait invité. Marc, merci à toi, pour comparer un petit peu la puissance des capteurs, les algorithmes de chacun des capteurs et de chacune des marques à gérer la basse luminosité. J'ai donc testé le micro 4 tiers, l'APS-C, et Marc ayant un Nikon Z6, on a pu travailler aussi sur le plein format. Le test a été réalisé donc dans un laps de temps de 30 secondes, c'est pas exactement les mêmes photos, mais c'est le même endroit, la même lumière, il était posé juste à côté de moi, les mêmes réglages, donc ISO 6400 avec une optique ouverte à f4, et avec la même ouverture, je sais plus quelle était l'ouverture, mais enfin on était sur les mêmes paramètres, l'idée étant de voir comment chacun des algorithmes arrive à se débrouiller, et à quel moment le capteur et la puissance capteur atteignaient ses limites. Petite précision pour ceux qui se poseraient la question, pourquoi f4? Tout simplement parce que Marc, qui avait un Z6, avait un 24-70 f4, et donc pour que le test soit vraiment parlant, j'ai aligné moi mes optiques sur la même ouverture que lui pour avoir quelque chose de plutôt honnête. Alors voilà les 3 images concernées par ce test. Je vais m'efforcer de zoomer dans ces photos pour que vous puissiez voir un petit peu le détail du bruit et du grain provoqué par la montée en ISO. YouTube ayant tendance à beaucoup compresser ses vidéos, on a une grande perte de qualité. Dites-vous que sur un écran classique, si vous étiez devant chez vous, c'est sans appel, le grain et le bruit est vraiment très marqué. Alors quelle analyse on peut faire de ces images? Le micro 4 tiers est carrément dans les choux, en même temps c'est du micro 4 tiers, on connaît les limites de ce capteur en basse lumière. Alors là pour le coup vous pouvez voir que les images sont extrêmement dégradées. Alors vous allez me dire oui mais on zoome à 100% ou à 200%. Je peux vous promettre que même sur un écran Full HD classique de 24 pouces, ça se voit vraiment. Il y a une grosse perte de détail et 6400 ISO, c'est pas vraiment utilisable. Même sur une ouverture beaucoup plus grande, moi je suis allé jusqu'à 1.2. Je peux vous dire que c'est pas suffisant. Même si on y gagne, ça reste quand même très juste. Et la montée en ISO au-delà de 3200, 2500, 3200 ISO pour le micro 4 tiers, honnêtement, en photo ça dégrade vraiment trop la qualité. Et même en retravaillant derrière sur Lightroom, ça se sent. C'est-à-dire que c'est pas juste du grain, il y a vraiment du bruit qui rend la photo pas esthétique. Sur Fujifilm avec un capteur APS-C, le bruit est présent, mais relativement contenu. J'étais assez surpris de voir que finalement, ça ne détruisait pas l'image. Alors ça la rend pas nickel, il faut pas exagérer, mais honnêtement c'est plutôt contenu, et à partir du moment où sous Lightroom on réduit le bruit, on est pas mal. Les problèmes de chrominance, c'est-à-dire le bruit coloré, les petites taches bleues, rouges, vertes, etc. qu'on peut voir, là il est quand même assez faible, et finalement ça reste utilisable.
Et enfin, et là ça a été ma grande surprise, parce que en regardant sur les écrans des appareils photo, je me suis rendu compte que le Z6 faisait des images à 6400 ISO f4 incroyables. Le bruit était mais quasiment inexistant, je me suis dit mais c'est fou aujourd'hui ce que les marques arrivent à faire. Et une fois sur l'écran, une fois sur l'ordinateur et Lightroom, je me suis rendu compte que l'écart entre le plein format et l'APS-C était pas si énorme. Vraiment, il y a du bruit aussi sur plein format, il y en a un peu moins que sur l'APS-C, mais l'écart il est pas incroyable. Et au final, je me suis dit, c'est pas là-dessus que le full frame vaut le coup. Il a plein d'autres avantages dont on parlera juste après, mais honnêtement, sur la montée en ISO, alors, sauf si on va chez Sony qui vraiment a une spécificité sur la montée en ISO, mais honnêtement, sur la montée en ISO de la plupart des marques, entre un Fujifilm et par exemple un Z6, l'écart il est pas énorme quoi. Et ça, moi ça m'a rendu heureux. Et puis dites-vous que le bruit numérique en photographie n'est pas du tout perçu de la même manière qu'en vidéo. En photo, le client il s'en fout un petit peu plus. Il faut quand même avoir ça en tête, déjà parce qu'on peut l'amoindrir assez facilement, qu'il n'est pas forcément très visible, et puis le client, il perçoit pas les détails qu'un photographe avec un regard un petit peu averti va avoir. En vidéo, c'est pas pareil, parce que le bruit il fourmille, ça veut dire qu'en fait il distrait le spectateur. Il y a vraiment une perte de qualité qui gâche le truc. Quand on regarde une vidéo qui est bruitée, tous les endroits qui sont un petit peu sombres, par exemple pour du mariage sur un costume un peu foncé du marié, ça crépite, ça fourmille partout, et du coup ça attire l'œil, et du coup on ne voit que ça, et le client ne voit que ça. En photo, comme c'est juste des points et une petite perte de qualité, en remettant un petit peu de netteté d'un côté et une réduction de bruit de l'autre, bah ça passe plutôt pas mal. Alors en micro 4 tiers c'est pas suffisant, dès qu'on monte vraiment, en APS-C et en plein format, ça le fait. Maintenant se pose la grande question de la pertinence de ces boîtiers sur de la prestation photo. Alors pour le coup on va parler mariage, mais toutes les prestations qui peuvent se passer tant de jours que de nuit, on peut mettre ça dans le même panier. En termes de prise en main pure, au sens premier du terme, le G9 est meilleur. En termes de confort physique d'utilisation, c'est-à-dire l'œilleton, l'écran, la manipulation des optiques, les réglages, le X-T3 est bien plus agréable et bien mieux pensé, je trouve, pour la photo. Sur un aspect plus technique, on va parler un peu de l'autofocus. Le X-T3 est meilleur que le G9, mais pas de beaucoup, et ça dépend énormément de l'optique. Par exemple, sur un 56 mm 1.2, j'étais moins efficace que sur le 18-35 sur le G9 en manuel. Question d'habitude sans doute, puisque je fais beaucoup de vidéos en manuel et que j'utilise assez peu l'autofocus, mais je me suis rendu compte que j'étais plus précis avec mon 18-35 qu'avec mon 56 mm, l'un étant en autofocus et l'autre en manuel. Après, le G9 dispose d'une stabilisation qui est quand même plutôt efficace et assez redoutable, et en photo sur un sujet non mobile, dans des conditions de lumière qui sont plutôt faibles, dès qu'on est sur un monopode ou même à main nue, on arrive quand même à récupérer un petit peu en shutter, et du coup, avantage au G9. Sur l'autonomie, il n'y a même pas match, Panasonic est largement devant. Maintenant on va parler de l'image en elle-même. Alors le G9 au format 3.5 est à 17 millions de pixels, là où le X-T3 est à 26 millions de pixels. Alors je vous dis tout à l'heure que 3 millions de pixels c'était pas beaucoup, mais entre 17 et 26, il y a quand même 9 millions de pixels, et pour un recadrage ça peut faire quand même une belle différence. Là le X-T3 s'en sort mieux. Sur le respect des couleurs, dès lors qu'on est en JPEG, le X-T3 est largement devant, mais dans l'univers professionnel, on a tendance beaucoup plus à utiliser le RAW, surtout quand on utilise deux boîtiers de marques différentes, quand on veut les faire coïncider en post-traitement. Voilà, au niveau du RAW, ça s'équilibre. Et enfin, sur la montée en ISO, le X-T3 avec son capteur APS-C est de toute façon bien meilleur, donc là, il n'y a même pas match non plus, c'est X-T3 qui l'emporte. Au niveau optique, Fujifilm l'emporte. Les optiques Fuji ont une patte, elles ont un caractère, c'est difficile à expliquer, et beaucoup de youtubeurs en parlent de cette histoire de caractère sur les vieilles optiques Fuji, mais c'est vrai, c'est difficile à expliquer, mais elles ont une espèce de patte, que ce soit dans le bokeh, dans les dérives colorimétriques, etc. Vraiment, il y a quelque chose de très agréable. Moi, le 56, ça a été une tuerie, et il a été quand même énormément monté sur mon boîtier. Les optiques Pana, donc Pana, c'est-à-dire la Holo Olympus, Sigma, etc., c'est pas pareil, le rendu des couleurs, le rendu de l'image est plus net, il est plus tranché, je trouve. Le traitement de l'image, peu importe l'optique, même sur un Canon série L, un 70-200, je trouve que le traitement de l'image de Panasonic est beaucoup plus chirurgical, et du coup, peut-être un petit peu trop net, parfois,
et du coup on voit un petit peu trop certains détails de la peau, etc. Et moi j'ai beaucoup aimé les optiques Fuji et le traitement de l'image Fujifilm. Un des arbitres sans appel de ce combat, c'est le taux de déchets. Il y a les photos qu'on a prises, il y a les photos qu'on a réussies, et il y a celles qu'on a ratées. Dans le taux de déchets, je mets les photos floues, les photos inesthétiques, trop bruitées, etc. J'intègre pas les rafales, puisque j'ai fait une rafale avec le G9 et une rafale avec le X-T3, donc c'est égalité, à peu près des rafales d'une douzaine de photos, donc ça ne rentre pas dans le calcul. Alors, en nombre de photos faites avec le X-T3, on est à 1306 photos effectuées pour 599 photos validées, soit 54% de déchets. Avec le G9, on est à 941 photos effectuées pour 232 validées, soit 75,4% de déchets. Voilà, donc en termes de montée en ISO, d'erreur autofocus, voilà, finalement, le G9, il est pas fou. Alors, c'est un arbitre assez subjectif parce qu'il y a peut-être des photos que vous auriez validées et que moi je n'aurais pas validées et vice versa. Voilà, moi j'ai fait toutes ces validations, tout ce post-traitement, tout ce tri, et c'est à la fin, juste avant de faire cette vidéo, je me suis dit tiens, je vais m'amuser à compter et à regarder un petit peu. Donc voilà, j'ai pas cherché à tricher. Ce qui transparaît quand même, c'est que j'ai pris plus de plaisir à utiliser le X-T3 que le G9, puisque j'ai fait grosso modo 300-400 photos de plus avec le X-T3. Alors le gagnant de ce match, c'est plutôt le X-T3, c'est pas tellement une surprise, je m'y attendais en partant en Presta, mais je m'étais dit on va laisser la chance au G9 parce que les dernières mises à jour, et voilà, je me suis dit qu'il pouvait nous surprendre, et sur certains clichés, il m'a vraiment surpris, il y a des photos que j'ai beaucoup plus pris plaisir, le crop factor de x2 m'a beaucoup aidé avec le téléobjectif, c'est vrai qu'avec le X-T3 j'aurais été limité, et avec le G9, j'ai permis de faire des clichés que je n'aurais pas pu faire autrement, mais le X-T3 est meilleur en photo. Je vais tout de même apporter une nuance par rapport au X-T3, et quand je dis X-T3, je dis aussi XS10, X-T4, puisque c'est les mêmes capteurs. Il ne peut pas faire vraiment l'économie d'un flash, ou en tout cas difficilement, dès que les conditions de lumière sont vraiment mauvaises. Le flash sera votre ami, et c'est difficile de faire ça en lumière naturelle. Moi je suis vraiment un adepte de la lumière naturelle. Marc, lui, avait un flash avec son Nikon, et pourtant lui, il pouvait beaucoup plus se permettre de tirer un petit peu sur les ISO. Je pense que si vous voulez faire de la presta de terrain du run and gun, et particulièrement pour le coup du mariage, l'économie d'un flash ne sera pas à faire. Le G9 quant à lui est un bon compagnon, mais je pense sincèrement qu'il est bien plus pertinent sur de la vidéo que sur de la photo. Pour moi, le X-T3, je dirais que l'utilisation, elle est plutôt 66% photo et 33% vidéo, 2 tiers, 1 tiers. Là où le G9, c'est le contraire. On est vraiment plus sur 2 tiers vidéo et 1 tiers photo. C'est tous les deux des appareils assez polyvalents, mais qui pour moi ne sont pas destinés à la même utilisation. Et la polyvalence, c'est jamais du 50-50 tranché. Là, c'est vraiment en fonction de vous, de vos besoins, de vos envies. Si vous voulez faire plus de photos, je pense vraiment que le Fujifilm sera bien plus adapté à vos besoins. Et si vous aimez faire de la photo, mais que votre truc c'est la vidéo, le G9 sera bien meilleur. Alors évidemment, tout ça c'est très subjectif, il y a vraiment une histoire de feeling et du goût de chacun. Le capteur APS-C de toute façon est meilleur que le micro 4 tiers, ne serait-ce que sur les basses lumières, sur la dynamique, etc. Donc même si vous ne pouvez pas tellement faire l'économie d'un flash, l'APS-C sera quand même meilleur. Pour autant, le G9 peut être surprenant par l'écran, par l'utilisation, l'ergonomie. Je pense juste que sur des situations un petit peu plus complexes, en termes de lumière notamment, il fera pas le poids. Alors après tout ça, la réflexion que je me suis fait, notamment sur le plein format, je me suis posé la question, est-ce que du coup ça vaut le coup de passer sur du plein format, et si oui, pourquoi? Et mis à part Sony, qui est quand même très connu pour ses montées en ISO et ses algorithmes ultra poussés, pour moi c'est pas la montée en ISO qui doit vous poser un vrai problème pour choisir un capteur plein format. Chose que je m'étais pas dite vraiment avant, je pensais vraiment que la différence était énorme. J'avais vu une vidéo de Damien Bernal qui était assez intéressante là-dessus, qui montrait quand même que l'écart entre Fuji et Sony était pas si énorme, mais présent mais pas si énorme. Et en réalité, sur le terrain, ça se vérifie et ça se confirme. Je pense que l'intérêt du plein format, il se situe ailleurs. Il se situe sur la dynamique, puisque plein de fois, je me suis retrouvé sur des situations un peu de contre-jour, et j'arrive pas en post-prod à récupérer toutes les informations que je voudrais, et je sais que le plein format là-dessus est bien meilleur. Pour avoir vu beaucoup de tests, pour avoir pu aussi voir ce qu'avait un petit peu fait Marc sur sa galerie, voilà, il y a la dynamique, je pense que c'est le gros intérêt du plein format. Et la deuxième chose, c'est que là où moi, pour avoir un beau bokeh, des choses très très douces, très arrondies, je devais être à 1.2,
Et bah sur un plein format, déjà à 2.8, on est vraiment sur quelque chose de très doux et de très sympa. Donc voilà, ça... sauf si vous voulez faire vraiment du gros portrait de malade avec du flou d'arrière-plan de fou, où il vous faudra du plein format avec de l'optique 1.2 ou 1.4. Honnêtement, pour de la photo de façon générale, même du portrait un peu classique sans du flou extraordinaire, avec un plein format et une optique à 2.8, vous vous en sortez bien. Je pense que les deux intérêts du plein format, ils sont là. La dynamique du capteur, ça c'est vraiment le truc le plus important qu'on néglige, et pourtant je pense vraiment que ça fait la différence. Et le fait qu'on n'a pas besoin de monter énormément au niveau de l'ouverture pour obtenir des clichés super qualité. C'est fini pour moi. Cette vidéo est sûrement très longue, j'ai pas tellement d'idées de la durée qu'elle fait, mais je pense qu'elle est très longue. J'avais envie d'être complet et de vous faire un vrai retour terrain de cette expérience, de cette expérimentation. Marc, je te remercie une nouvelle fois de m'avoir fait partager ce moment et ton expérience. Si vous aussi, vous avez vécu des choses avec des boîtiers, des marques, différentes tailles de capteurs, ça m'intéresse de savoir un peu ce que vous avez pu constater sur le terrain. Je sais que beaucoup de gens utilisent souvent un boîtier plein format Sony avec un APS-C en deuxième boîtier. Est-ce que vous avez constaté les mêmes choses que moi? Ça m'intéresse. N'hésitez pas à vous abonner. On sera bientôt à 1000 et je les attends, ces 1000 avec impatience. Je vous remercie tous ceux qui me suivent depuis longtemps déjà et tous les nouveaux. On parle de plein de choses ici, on parle Fujifilm, on parle Panasonic, on a parlé de Sony, je pense qu'on reparlera de Sony. Voilà, il n'y a pas vraiment de marque, on parle d'expérience, on parle de terrain, on parle beaucoup d'optique, toutes marques confondues. Donc voilà, si ça vous intéresse, abonnez-vous, mettez un petit commentaire, la cloche, le pouce bleu, blablabla. En attendant, prenez soin de vous. Salut!